j'inviterais en fait Romane Monet. Excusez, j'écris terriblement mal, j'ai de la misère à lire mon écriture. Romane Monet, oui? OK, cool. All right. OK, j'ai bien deviné. C'est une étudiante de maîtrise à McGill. Elle poursuit ses études en biochimie sur des maladies qui sont liées au vieillissement, comme le cancer, par exemple. Et justement, sa présentation va porter sur l'interaction d'un gène Hot-Air M1, ce gène-là. Cool! Ah, mon Dieu, je suis même bon! OK. Sur ce gène-là, je ne le répéterai pas. Lié à la prévention du cancer. En fait. Ok, vous pouvez m'entendre? C'est bon? Ok. Bonsoir à tous, puis merci d'être ici pour qu'on puisse parler de science tous ensemble. Puis je vais vous parler un peu de mon projet de recherche. Mais juste avant, j'ai une petite introduction, mais je voulais juste m'introduire moi-même. Je m'appelle Romane, puis je suis étudiante à la maîtrise à McGill. Et je fais de la recherche sur le cancer, en fait. Puis ma molécule préférée, elle s'appelle, comme il a si bien dit, s'appelle OTER-M1. Et puis, mon projet porte sur, en fait, est-ce que OTER-M1, c'est plutôt un ami ou plutôt un ennemi du cancer? Puis, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. En fait, c'est les deux. Et on va voir pourquoi tous ensemble. Donc, je vais commencer par la question que je pense qu'on se pose tous dans la salle, là. Qu'est-ce que c'est que OTER-M1? Et en fait, dans notre corps humain, on a plein de cellules. Puis, dans chacune de ces cellules, on a de l'ADN, et l'ADN, c'est des gènes. Puis l'un de ces gènes, c'est OTER-M1. Puis c'est vraiment obscur, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui est intéressé par ça, mais moi, je suis super intéressée, puis dans mon labo, on est intéressé, et on pense que tout le monde devrait l'être. Puis c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis l'autre sujet de mon projet de recherche, c'est le cancer. Je pense que ça, vous êtes un peu plus familier avec le concept du cancer, mais je voulais quand même donner quelques données. Le cancer, c'est la première cause de décès au Canada, puis c'est responsable de 28% des décès. Donc, ouais, on entend parler tout le temps, et puis on se dit, c'est le cancer, on connaît, mais c'est quand même une maladie vraiment importante au Canada. Puis, c'est estimé que 2 Canadiens sur 5 seront atteints du cancer au cours de leur vie, puis que 1 sur 4 en mourra. Donc, je sais pas si ça peut vous aider à visualiser, mais si vous prenez comme vous et vos 3 meilleurs amis, à vous 4, il y a pas mal de chances qu'un de vous meure du cancer. Donc, c'est vraiment une maladie qui prend beaucoup de vie au Canada, puis il y a beaucoup de recherches dessus, mais l'importance de la recherche, elle est là, parce que c'est une grande maladie. Puis, c'est pour ça que j'ai choisi de m'impliquer dans la recherche en faisant de la recherche sur le cancer. Mais je voulais juste, avant de continuer, souligner que la recherche, c'est pas le seul moyen de s'impliquer dans la communauté du cancer, puis on peut aussi faire ça à travers le bénévolat. Puis moi, je suis bénévole avec un organisme communautaire qui s'appelle les Accordailles. Je sais pas si vous connaissez, c'est basé dans le plateau, en fait. Puis c'est un accompagnement aux personnes âgées. Puis on fait pas mal d'accompagnement à des rendez-vous médicaux pour la radiothérapie, puis des traitements du cancer. Puis là, on voit une photo de moi et d'une très gentille dame que j'accompagne à cet accompagnement, puis avec mon badge de bénévole. Donc voilà, je voulais juste souligner qu'il y a la recherche contre le cancer, mais il y a aussi d'autres moyens de s'impliquer, si ça vous intéresse. Puis si vous voulez venir en parler à la fin des présentations, je serais très heureuse, on est toujours à la recherche de bénévoles. Bon, pour en revenir au cancer dans le cadre de la recherche, en fait, le cancer, il a des amis, puis il a des ennemis. Ces amis, on les appelle les oncogènes. C'est tous les gènes qui vont l'aider à avancer puis à prendre le dessus. Puis ces ennemis, on les appelle les suppresseurs de tumeurs ou les SDT. Puis ça, c'est tous les gènes qui vont empêcher le cancer en fait de progresser. Et on peut penser en fait que le cancer, c'est un peu comme une bataille, donc avec deux armées qui s'affrontent. Puis d'un côté, on a les suppresseurs de tumeurs qui se battent pour empêcher le cancer, puis de l'autre côté, on a les oncogènes qui essayent d'aider le cancer. Et la plupart du temps, les suppresseurs de tumeurs sont plus nombreux, puis ça, c'est bon pour nous. C'est un bon signe, ça veut dire qu'on est en bonne voie pour vaincre la bataille du cancer. Mais malheureusement, d'autres fois, les oncogènes sont trop nombreux, puis les suppresseurs de tumeurs sont pas là. Et puis ça, c'est mauvais pour nous, parce que ça donne plus de chances au cancer de gagner. Donc, pour en revenir à ma molécule préférée, OTER-M1, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Eh bien, il participe à cette bataille du cancer. Et puis, par moment, on le trouve dans le camp des suppresseurs de tumeurs. Puis, il aide les suppresseurs de tumeurs dans la bataille. Puis, d'autres moments, en fait, il change de côté, puis il va dans le côté des oncogènes. Puis, c'est vraiment étonnant, ça arrive. On n'a
pas beaucoup d'exemples de gènes qui sont capables d'agir dans les deux camps et de changer comme ça. Puis nous, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il change de côté et comment est-ce qu'il fait ça. Puis juste pour vous donner concrètement comment est-ce que OTRM1 est impliqué dans le cancer, il est impliqué en tant que suppresseur de tumeurs dans le cancer colorectal, le cancer des ovaires, le cancer gastrique, le cancer du rein et le cancer de la thyroïde. C'est là qu'on en est pour l'instant. Il y a peut-être d'autres exemples, juste qui n'ont pas encore été découverts. Puis, il est impliqué en tant qu'oncogène dans le cancer de l'endomètre, du sein, de la thyroïde et du cerveau. Donc, c'est pas que dans un cancer très obscur qu'il est impliqué, c'est quand même ça touche beaucoup de cancers et donc beaucoup de monde à travers ça. Puis, enfin, pour en arriver à la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il agit d'un côté et de l'autre? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que OTRM1, il existe dans des variantes de tailles différentes. Il y a la longue, la moyenne et la courte. Il y en a d'autres que ces trois-là, mais c'est vraiment les trois principales, puis c'est les trois sur lesquelles on se concentre. Et notre hypothèse dans mon laboratoire, c'est peut-être ces variantes de tailles différentes ont également des effets différents, causés par leur taille différente. Donc, une possibilité, c'est peut-être que en fait, ces variantes ont une stabilité variable, puis je vais en parler juste après. Puis l'autre possibilité qu'on explore, c'est peut-être que ces variantes ont des contacts cellulaires différents. Donc, pour commencer avec la stabilité variable. Si vous imaginez que la version longue de OTRM1, puis là c'est juste une hypothèse, c'est encore en cours de recherche, mais si on imagine que la version longue, elle a une durée de vie de 6 heures, et qu'au contraire, la version courte, elle a une durée de vie de 1 heure, vous pouvez voir tout de suite que la version longue aura 6 fois plus d'activité, même si elle a la même activité, du fait d'être là 6 fois plus longtemps dans la cellule, elle a 6 fois plus de temps de faire ce qu'elle veut faire. Puis ça pourrait affecter sa fonction, et on pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les études ont montré que OTRM1 est soit oncogène, soit suppresseur de tumeurs. Puis moi, comment je teste ça dans le laboratoire, c'est que je prends comme des petites boîtes avec des cellules, et à un moment, je stoppe d'un coup la production de OTRM1. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, il n'y a plus de nouveau qui est fait, juste soit ça stagne, soit ça se dégrade. Puis donc, je mesure la quantité de OTRM1 qui reste. Donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs heures après ça, je prends des cellules, puis je regarde, il en reste combien maintenant? Il en reste combien maintenant? Et puis, si la molécule, le OTRM1 que j'étudie a une durée de vie de 6 heures, sa quantité va descendre au fur et à mesure du temps, mais de manière plutôt lente et plutôt qui ne descend pas trop d'un coup. Alors qu'au contraire, les versions qui ont une durée de vie bien plus courte, elles vont tout de suite chuter en fait, parce qu'elles n'ont pas le temps de rester dans. S'il n'y en a plus qui est créé, sa quantité descend tout de suite. Et puis donc c'est à peu près ça l'expérience que je fais en fait pour étudier les stabilités des variantes de OTRM1. Puis je voulais juste montrer des photos pour voir concrètement cette expérience, ça ressemble à quoi en personne. Donc je sais pas si vous connaissez BeReal, mais la plupart de mes photos c'est des BeReal parce que je suis au labo là quand ça sonne. Donc ça c'est quand j'ai mes cellules dans les petites assiettes, là ça ressemble à ça. Puis on les garde à 37 degrés dans la grande boîte en métal que vous voyez. Puis après, si je les regarde au microscope, ça ressemble à peu près à ça. Puis c'est un peu des petits points ou des petites étoiles. Là. Chaque petit point ou une petite étoile, c'est une cellule. Moi, je les trouve très mignonnes, je sais pas vous, mais voilà. Là. Et puis après, quand je stoppe la production de OTRM1, c'est un peu comme ça. Là, j'ai des liquides que je mets dedans. Puis si j'y réfléchis bien et que je mets les bons liquides, la bonne quantité, ça arrête la production de OTRM1. Et enfin, quand je collectionne mes cellules, je les mets dans un tube, puis je sais pas si vous voyez, il y a comme un petit nuage blanc au fond. C'est mes cellules en fait que j'ai comme enlevé de leur assiette, puis je les ai mis dans le tube. Puis après, je fais toutes mes expériences pour regarder comment leur quantité descend. Donc ça, c'est pour notre première hypothèse, que les variantes ont des stabilités différentes. Pour la deuxième hypothèse, qui est que les variantes ont des contacts cellulaires différents, en fait, imaginez que la version longue, elle a des contacts avec 3 molécules, la 1, la 2 et la 3. Puis que la moyenne, comme elle est plus courte, il lui manque le contact avec la 3. Et que la courte, elle est tellement courte qu'elle a des contacts seulement avec la molécule numéro 1. En fait, on pense que ça peut être une des autres raisons pour lesquelles OTRM1 a un rôle si différent. Et comment je teste ça dans le laboratoire, c'est que j'utilise des anticorps qui sont collés à des billes magnétiques. Donc l'anticorps, c'est une molécule qui va être capable, là, disons que mon anticorps, il est capable de attirer vers lui la molécule numéro 2. Donc quand je vais mettre tout ça en contact dans un tube, mon anticorps, désolé, je bouge trop. Mon anticorps, il va amener vers lui la molécule 2 et par ce biais, la version longue de OTRM1. Okay. Et il va également attirer vers lui la version moyenne de OTRM1.
Et il va laisser en fait la version courte parce qu'il n'a aucune raison de la tirer vers lui, parce qu'il n'y a pas la molécule 2 posée dessus. Puis après, moi, je vais prendre un aimant, puis mon aimant, il va tirer vers lui la bille magnétique. Et donc, je vais comme ça me permet de séparer mes variantes de OTRM1 en fonction de est-ce qu'elles sont liées à la molécule numéro 2. Puis je peux faire ça pour la molécule numéro 1 et la molécule numéro 3, un peu pour regarder les contacts différents. Puis je voulais juste vous montrer une vidéo de à quoi ça ressemble l'aspect aimant dans le laboratoire. Donc là, on a un liquide marron, puis dedans, il y a tout. En fait, il y a la version courte, moyenne, longue, toutes les molécules, mes billes magnétiques. En fait, c'est mes billes magnétiques qui sont marron. Puis après, je vais placer derrière des aimants, puis vous allez voir que ça va permettre de séparer les billes magnétiques du reste du liquide. Je pense que, ouais, comme ça. Donc là, on pose les aimants derrière, puis vous pouvez voir que Là, c'est la compagnie qui a fait la vidéo, ils disent en 9 secondes, puis en vrai c'est en 30 secondes, mais c'est quand même plutôt rapide. Puis ça nous permet de séparer les billes du reste du liquide. Et donc là, dans mon exemple, la version courte serait restée dans le liquide, puis la version longue et moyenne serait posée contre le coin, et puis ça nous permet de les séparer. Et donc, c'est donc ça notre deuxième hypothèse, en fait, que les variantes ont des contacts différents, puis qu'après c'est ces autres contacts qui ont un rôle dans le cancer. Donc juste, qu'est-ce qu'il faut retenir de ma présentation? La première chose, c'est que le cancer, malheureusement, ça tue encore beaucoup de monde, surtout dans les pays comme le Canada. Et puis, que OTRM1 joue un rôle double dans le cancer, soit le favorisant, soit l'empêchant. Et puis que ça, c'est vraiment étonnant, vraiment spécial, et qu'on pense que si on comprend mieux comment ça se passe, on pourrait en fait mieux traiter les cancers liés à OTRM1, tous ceux que j'ai montrés plus tôt. Et dans mon laboratoire, on pense en fait que ceci est dû aux molécules de OTRM1 de taille différentes, la longue, la moyenne et la courte. Et puis que ça passe soit par la stabilité, soit par les contacts. Il y a bien sûr d'autres possibilités, mais on peut tester qu'une chose à la fois. Donc on a commencé avec 2 pistes, puis on verra si ça nous mène quelque part. Et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? J'essaie de comprendre si c'est le cas. Et puis si oui, comment? Puis l'objectif final en fait de mon étude, ce serait de trouver des meilleurs traitements en fait pour tous les cancers liés à OTRM1. Puis donc ça, c'est une photo de moi en pleine expérience là, quand quelqu'un de mon laboratoire est venu derrière moi, puis il m'a dit souris, puis je dis mais puis je voulais juste finir puis remercier les gens de mon laboratoire. On est plus que 3, mais j'ai pas des photos avec les autres. On est 8 au total. Oui, juste les remercier pour toute leur aide au cours de mes expériences. Puis je voulais aussi remercier Bistro Brain pour l'événement. Merci à tous. Très cool. Encore une fois, merci pour ta présentation. Pendant que les gens se déplacent lentement, petite question rapide. Tu dis, t'observes, tu quantifies en fait le nombre de OTRM1 qu'il y a dans ton petit plat de pétri. Question un petit peu niaiseuse, mais comment tu fais? Tu les comptes-tu, genre? Non, mais comment tu fais pour quantifier le nombre de cellules que tu as dans ton plat? Le nombre de cellules ou le nombre de OTR? Le nombre de OTR, plutôt. De OTR, donc je prends mes cellules, puis là j'en prends 10 millions. Puis il y a plein d'étapes que je vais pas décrire parce que c'est à peu près 4 jours d'expérience, puis je pense que ce serait long à expliquer, mais je les mets après dans un tube et puis je les mets avec je les mets avec 2 choses. Une molécule qui les rend fluorescents, puis une autre molécule qui leur permet en fait qui permet à juste OTRM1 de s'amplifier, qu'il y en ait plus. Puis je suis obligée d'en faire plus parce que sinon j'arrive pas à voir tellement c'est petit, mais en fait après ça fluoresce, puis si je vois beaucoup de fluorescence, c'est qu'il y en a beaucoup, puis si j'en vois moins, c'est qu'il y en a moins. C'est ça. Allô, merci pour ta très dynamique présentation avec toutes les figures, c'est vraiment tes images en fait du labo, c'est vraiment cool. Je me demandais, je sais pas si tu l'as déjà testé ou si tu anticipes, est-ce que les différentes versions, tu vas voir, qu'est-ce que tu anticipes au niveau de la stabilité? Est-ce que la plus longue version va être plus stable et la plus courte va être moins stable? Est-ce que tu l'as testé ou... On pense que la plus longue est moins stable parce qu'on a un peu regardé sa séquence, puis il y a des choses dans sa séquence qui ont été observées dans d'autres molécules que ça fait descendre la stabilité. Puis là, on voit la même séquence dans notre OTRM1 et faut qu'on le prouve, mais en théorie, ça pourrait dire que la version longue a une stabilité plus basse. Et puis entre la moyenne et la courte, on ne sait pas trop là, pour l'instant. Merci. Salut Romade. Bonjour. Super présentation. Moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es capable
comme tu as beaucoup de patients qui ont l'air d'avoir différents types de cancers selon les suppresseurs de tumeurs ou pas, est-ce que tu n'es pas capable de faire une prédiction sur les patients et les niveaux de OTRM1 qu'ils vont avoir? En fait, moi, je suis pas franchement du côté patient. Quand j'ai montré les différents types de cancers, ça vient genre d'études qui regardent même plutôt des cellules que des patients en eux-mêmes. Mais il y a pas mal d'études qui essayent de regarder, ils appellent ça des signatures du cancer. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est comme, ils trouvent des gènes modèles, puis quand on a un nouveau patient, on regarde, OK, comment est-ce qu'il se passe avec ces gènes signatures, en fait, et à partir de ça, prédire un peu comment va évoluer son cancer. Mais je pense que ça n'a pas encore été fait pour OTRM1. Donc, très bonne question, merci. Ok, moi aussi j'ai trouvé la présentation très bien. Ma question, elle se relie un petit peu à ça. Est-ce que tu penses que la deuxième partie de tes expériences avec les billes, etc., ça pourrait aider plus tard à comprendre aussi pourquoi OTRM1 est lié au cancer que tu as montré? Est-ce que c'est une question des cellules qui sont impliquées dans parce qu'on a vu que c'est la thyroïde, les organes reproductifs des femmes. Est-ce que tu penses que ça pourrait être parce qu'il y a un certain type de cellules présent là qui attire OTRM1? Bah, c'est sûr que c'est une possibilité, puis on n'a pas encore regardé ça, mais les cellules des différentes parties du corps humain, bah, elles ont des expressions de gènes différents, donc elles vont exprimer des gènes à des niveaux différents. Puis c'est vrai que ce serait peut-être pour ça qu'OTRM1 agit différent dans les différents organes. C'est quelque chose qu'il faudrait regarder, ouais. Merci. Bonjour. Ma question, ça serait lié à le VPH. Je sais que ça peut causer le cancer de l'utérus. Puis je me demandais si vous aviez regardé s'il y avait des liens avec le nom de la molécule que j'ai oublié. Des liens entre le VPH et la molécule? Oui. Non, j'ai pas encore regardé, mais je pourrais comme ouvrir Google Scholar et faire VPH OTRM1 et puis voir si quelqu'un a publié quelque chose avec ces deux mots dans le même. Enfin, ce serait intéressant de regarder, ouais. Cool. Merci à tous.